3,4% en 2019. C'est le taux de croissance du PIB prévu par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Donc ce taux, bien qu'inférieur au taux affiché par l'économie tunisienne avant la crise de 2008, il vient s'inscrire dans la continuité des taux observés depuis l'année 2016. L'année 2016, pour l'économie tunisienne, c'est l'année de la reprise. Elle fait suite à une année 2015 compliquée, au cours de laquelle la Tunisie a été frappée par le terrorisme, mais aussi par de fortes tensions sociales dans le domaine de l'industrie, et notamment de l'industrie chimique, gazière et minière. Pour autant, l'année 2016, elle, est marquée par de bonnes récoltes dans le secteur agricole, mais aussi par la reprise de l'activité touristique, notamment grâce à la fin des avis négatifs adressés aux voyageurs occidentaux par les chancelleries occidentales, mais aussi par les tour opérateurs. Donc, cette reprise de l'activité économique, elle est menacée. Elle est menacée par 4 phénomènes qui, conjugués, peuvent affecter de manière significative le rythme de cette croissance. Donc, au premier rang de ces menaces, on trouve la faiblesse de la création d'emplois et un taux de chômage élevé. Un taux de chômage élevé, oui, car courant 2018, il était mesuré à 15,1% par l'Institut national de statistique, ce qui, au regard des économies occidentales, constitue un chômage de masse. Et ce chiffre atteint les 30% lorsque l'on s'intéresse aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, ce qui est assez paradoxal. Donc, du point de vue des prix, et vous avez pu le constater durant vos récents séjours, l'inflation est repartie à la hausse, et ce depuis 2016. Elle s'est établie à 6,7% pour l'année 2018. Et 2 explications à cela. La première, la dépréciation du dinar, donc la chute du dinar. Donc avec l'euro, ils n'ont pas trop senti. Oui, certes. On est face à des privilégiés. Deuxième explication, la hausse de certains salaires. Comme l'expliquait Si Hatem, l'inflation mesurée est une inflation moyenne. Donc pour les Tunisiens aisés, l'inflation représente est à environ 2%, lorsqu'elle est à 11% pour les Tunisiens les plus défavorisés. Ensuite, couplé à cette inflation, un déficit courant élevé, la balance courante qui est la somme de la balance commerciale et de la balance des revenus, n'a cessé de se dégrader depuis l'année 2011, année de la Révolution. 3 facteurs explicatifs sont en jeu. Le premier, c'est la situation sécuritaire. Le second, c'est la situation en Libye. Et le troisième, c'est les fortes tensions sociales qui ont parcouru la décennie depuis 2011. Et enfin, dernière menace, la faiblesse de l'investissement. C'est un mal bien connu des économistes tunisiens, puisque cela fait aujourd'hui une vingtaine d'années que le taux d'investissement est en chute libre. Il s'établit aujourd'hui donc à un niveau très faible, plusieurs explications. La première est la réglementation excessive qui existe sur le marché des produits. La seconde, qui va de pair avec la première, est la complexité des procédures administratives qui impliquent une certaine lenteur dans la prise de décision et qui suscitent parfois de la corruption. Troisième facteur explicatif, la fiscalité peu prévisible, et couplé à cette fiscalité peu prévisible, un système financier somme toute assez peu favorable aux jeunes entreprises, et notamment aux jeunes entreprises en croissance, les start-up, autrement dit. Donc, ces menaces de court terme, à long terme, elles se transforment en défis, des défis économiques et sociaux, au premier rang desquels on trouve les réformes structurelles en ce qu'elles touchent à la structure même de l'économie. Et donc, il existe un consensus assez large sur la nécessité de mener des réformes. On l'a vu à travers les interventions des candidats et de leurs représentants. Pour autant, la dernière décennie a vu très peu de réformes être mises en œuvre. La fragmentation politique peut en expliquer une partie. La lenteur dans la prise des décrets d'application peut en expliquer l'autre. Pour autant, la loi de finances pour 2018 est venue réaffirmer la nécessité d'assainir les finances publiques et notamment de réduire le déficit public qui, comme on peut le voir sur ce graphique, a été multiplié par 6 entre 2009
et 2016, passant de 1% à environ 6% du PIB. Donc, ce qui est assez conséquent quand on sait que la France est autour de 3% du PIB. Autre objectif de cette loi de finances, la stabilisation de la dette publique à environ 70% du PIB à l'horizon 2020. C'est en tout cas la trajectoire adoptée par le gouvernement actuel. Enfin, dernier point, quant aux réformes structurelles, la fiscalité qui pèse de façon assez disproportionnée sur le travail et qui décourage les employeurs de créer des emplois de qualité. Autre défi de taille, c'est celui de l'économie de rente, une économie dans laquelle il existe des barrières à l'entrée sur certains marchés, des barrières qui créent des rentes de situation pour les entreprises présentes sur le marché qui ne souffrent d'aucune concurrence et qui peuvent ainsi réaliser des bénéfices indus. Donc, cette situation, elle supprime les incitations pour les entreprises en place à innover, à améliorer la qualité du service fourni et, in fine, à créer de la richesse pour la Tunisie. Comme on peut le voir sur ce graphique issu d'une étude de l'OCDE, la Tunisie se classe en dernier en comparaison de pays développés, mais aussi de pays dits en transition ou émergents. Donc, c'est une priorité pour les dirigeants de la Tunisie. Enfin, dernier défi et non des moindres, celui du chômage et du pouvoir d'achat. On l'a dit, le taux de chômage est élevé, anormalement élevé. Et paradoxalement, quand vous êtes un jeune Tunisien, plus vous faites d'études et plus vous avez de chances de finir au chômage. On l'a dit, les jeunes Tunisiens les plus diplômés affichent un taux de chômage de 30%, quand les Tunisiens qui se sont arrêtés à une éducation primaire ou secondaire présentent un taux de chômage bien plus inférieur. Donc, ça pose la question de l'adéquation entre les compétences acquises par les jeunes Tunisiens dans le cadre de leurs études supérieures et les compétences requises par les employeurs tunisiens. Autre source d'inquiétude quant au chômage, sa répartition territoriale. On peut le voir sur cette carte. Plus la région est bleue, plus elle présente un fort taux de chômage. Donc, comme vous pouvez le voir, les régions du sud et les régions de l'intérieur sont beaucoup plus frappées par le chômage que le littoral. Donc, ce qui ici pose évidemment la question du développement régional. Donc, pour conclure, j'aimerais conclure sur une note d'espoir. La Tunisie a tout ce qu'il faut pour devenir le tigre de la Méditerranée. C'est la Banque mondiale qui l'écrit dans un rapport de 2014. Et si vous voulez mon avis, la Banque mondiale a raison. La Tunisie dispose d'un potentiel reconnu par tous. Elle dispose d'une population éduquée, de bonnes infrastructures et surtout d'une position stratégique dans le bassin méditerranéen. Et je pense qu'on peut tous ici s'accorder sur le fait de dire que les performances économiques et sociales des 20, 30, 40 dernières années sont largement à l'origine de la révolution de 2011. Donc, il revient donc à nos futurs dirigeants et en partie à notre futur président de réaliser le potentiel qui est celui de la Tunisie. présidenteux. Hein. Comment ? Présidenteux, pardon. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci de m'avoir écouté.